Fiesta, Rockefeller, Fiesta, Track Masters, Fiesta, 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 Rockland, Fiesta, Fiesta, Rockefeller, Fiesta, Fiesta, TM, Fiesta, 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 Quand l'aube se lève sur le bassin du Congo, une lumière s'allume sur vos écrans. Et c'est celle de la DER-TV internationale. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à vous dans Fiesta. Et oui, comme l'indique son nom, Fiesta, c'est la fête, c'est la gaieté, c'est l'émotion. L'émission d'aujourd'hui porte sur une icône de la musique congolaise, notre monument blindé, Papa Wemba, 10 ans aujourd'hui qui nous a quittés. Et oui, bien évidemment, 10 ans, né le 14 juin 1949 et décédé le 24 avril 2016 sur le podium du FEMUYA, donc le Festival de musique d'Anyumabo à Abidjan en Côte d'Ivoire. Papa Wemba est une icône légendaire, planétaire. Il a laissé plusieurs chefs-d'œuvre en ce qui concerne la musique. Il a aussi été l'un des pionniers du mouvement de la SAP. Oui, vous le savez, la Société des personnes élégantes, donc la Société des personnes ambianceurs élégantes, la SAP. Un grand mouvement qui ne cesse jusqu'aujourd'hui de susciter beaucoup de curiosité, autant pour les touristes, les visiteurs et les natifs du Congo. C'est même une identité pour un Congolais, car on reconnaît un Congolais par rapport à la SAP. Et donc nous allons parler de la personne au-delà de sa carrière musicale tout au long de cette émission. Pendant 1 heure, vous allez avoir en exclusivité, et c'est pour la première fois que la famille a décidé de briser le mur du silence et de s'exprimer librement sans tabou sur ce qui était l'illustre disparu. Et donc sur ce plateau, nous allons recevoir une femme productrice, animatrice télé, conseillère en images et surtout figure emblématique des médias. Elle est entrepreneuse, la fille incarnée de son père. On l'appelle Godlive Nana Shungu, à qui je dis bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Godlive Nana Shungu. Godlive Nana Shungu, la fille de son père. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'était pas facile, c'est la toute première fois, comme a dit Prince. Donc il fallait le faire 10 ans, il fallait prendre ce courage et d'accepter de répondre à votre micro. Généralement, on est habitué à vous voir devant la caméra pour nous donner des bonnes informations. Aujourd'hui, vous changez de posture pour être invité spécial et avec vous, nous allons parler de la personnalité, sinon pour dire de la personne qui était Papa Wemba, au-delà de la musique, parce que lui on le reconnaît souvent par rapport à ses titres qui ont fait succès et autres, mais Nasimanae Izalaki Pemoto wana Azalaki Kovanana Bato. D'abord, d'entrée de jeu, est-ce que vous avez un souvenir qui vous marque et qui vous a marqué à jamais du vivant de Papa Wemba? Des souvenirs. Je ne sais pas si je dois les citer parce qu'il y en a tellement, mais si je dois piocher un souvenir, je dirais son appel lorsqu'il était en prison. Ok. Lorsqu'il était en prison, on connaît l'histoire. Et je dormais déjà, il était très tard et tout. Et puis c'était un appel, je regarde, ça insistait. Et puis après j'ai pris mon téléphone, j'ai vu, c'était appel inconnu. Je ne comprenais rien. J'ai dit allô. Et puis c'est une voix qui dit... ne quittez pas, on va vous transmettre. Et puis j'ai entendu la prison de Manani. J'ai dit, c'est quel genre d'appel là, on va vous transmettre et tout. Donc je ne savais pas que ça se passait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a l'appel qui doit passer quelque part, on va contrôler, on doit vérifier et tout. Et puis j'ai dit, acceptez-vous de prendre cet appel et tout. Je dis, oui. Et puis j'entends, allô grande fille, allô, ça va? J'ai reconnu c'était la voix de mon papa. Après, j'ai dit, oh, mais papa, mais... J'avais sommeil. Mais au même moment, j'ai dit, il est sorti. Mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? Après, il me dit,
Non, je t'appelle parce que ça fait un long moment, je n'ai pas entendu ta voix et je pensais que tu devais être très mal et tout. Et donc, je t'appelle pour te rassurer que ça va très bien. Là où je suis, ça va bien et je pense à vous et embrasse mes oiseaux. C'est comme ça qu'il appelait mes enfants, ces oiseaux. Et voilà, après, c'était vite fait. Comment tu vas? Ça se passe bien? Alors que personne ne s'inquiète. Moi, ici, ça va très bien. Et donc, on va se revoir très bientôt. Et c'était juste ça, l'appel. Et pour moi, c'était magnifique. Pourquoi? Parce que nous, on était à l'extérieur. On avait peur pour lui. On disait ce qu'il va supporter la prison. Comment ça se passe? Il a toujours été entouré des gens. Mais là, il est seul dans sa cellule et tout. Mais lui, il s'inquiétait pour nous, ses enfants à l'extérieur. Et il a fait le tout. Je n'étais pas la seule qui l'a appelé ce soir-là. Mais en tout cas, c'était magique de voir que il est loin, il est dans une situation difficile, mais il pense à nous. C'est là que j'ai compris que l'amour, comme on dit, d'un père ou d'une maman ne s'arrête jamais. Donc il était en difficulté, mais il s'est inquiété pour nous. Donc voilà. Merci Godin Nagachongo. Par rapport à nos investigations, il s'avère que vous avez été tellement lié à votre père, ça a été fusionnel. On va essayer de voir une image de vous et de votre papa et on va continuer. Ah, ça c'est lors de ses 60 ans. Ça c'est lors de... Vous pouvez toujours commenter. Voilà. Alors, je sais qu'il y a de l'émotion, mais voilà. Ça Voilà. c'était... Ouais, ça c'était... Ça sera une émission. Voilà. Oui. On voit la fusion entre Oui, père et fille. là c'était pendant... En fait, comme on a dit, je travaillais avec lui, donc bien évidemment, il y a eu plusieurs sorties. Et donc, lorsqu'il était invité pour recevoir des prix, je l'accompagnais toujours. J'étais à ses côtés parce que c'était le travail aussi. Et à la fois, je profitais aussi d'être là et tout. Voilà. Voilà. En étant conseillère de votre père, assistante également, et aussi chargée de la presse. Attachée de presse, Voilà. oui. Attaché de presse. Attachée de presse, merci. Comment vivez-vous ces 10 ans d'absence de votre papa? 10 ans, vous allez devoir m'excuser parce que c'est la première fois que j'accepte de répondre au micro. Je vais vraiment essayer parce qu'il faut... Ok, alors 10 ans, ça sonne beaucoup. 10 ans, une année c'est 12 mois, donc il faut compter 12 fois 10, donc logiquement ça fait 120 mois. 120. Mais je peux vous dire que j'ai l'impression que 120 mois ne se sont jamais écoulés, on va dire comme ça, donc c'est jamais arrivé. Ok. C'est comme si c'était hier, parce que vous savez, on n'est pas totalement préparé du départ d'une personne, mais lorsque la personne est malade, on se dit peut-être on ne sait pas ce que Dieu va faire. Tu vois un peu, lorsqu'on a une personne qui est très grave et tout. Mais là, c'était différent. C'est-à-dire, il est parti au concert, c'est vraiment différent. J'ai parlé d'ailleurs avec lui. Le jour qu'il m'a dit qu'il allait rentrer, c'est le jour que son corps arrivait. Il m'avait dit qu'il rentrait le 28 avril. Donc, on avait parlé au téléphone. Et il m'a dit, ah ben, tu sais quoi, j'ai une tenue que je dois porter. C'est pas encore connu. Donc, spécialement, c'est moi que je vais porter. Mais le seul truc, c'est que c'est un ensemble. Mais je vais changer un peu. Parce que lui, il faut rappeler qu'il avait ce goût-là. Oui. Il changeait les choses à la dernière minute. Parce que la veste qu'il portait, en fait, c'est un ensemble avec le bas. Mais il n'a jamais porté le bas. Et donc, il a dit, je vais être chic, je vais être... Et c'est la même chose aussi qu'il avait dit à son frère ce soir-là, que non, là, t'as un concert, wana et tout, et tout, et tout. Donc, du coup, c'était un peu ça. Et c'était vers 4 h du matin que le petit frère de papa qui m'a appelé pour me dire tu regardes la télé? J'ai dit non, mais il me dit mais non, mais parce que là, moi, ton papa était sur scène, il s'est passé ci, ça, mais là, on l'a emmené à l'hôpital. Là, c'est à l'instant qu'on m'a appelé, on n'a pas encore déclaré. C'est-à-dire que c'est arrivé à l'instant et tout. Et donc, j'étais debout, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire et tout. Donc, on était en panique. Et quelques minutes après, on rappelle pour dire que, ben voilà, c'est arrivé, il n'est plus là, il est décédé et tout. Et donc, c'était un coup très dur pour toute la famille, pour les fans aussi, il faut dire, pour le monde entier.
Mais jusque-là, voilà, je me dis peut-être qu'on est encore dans un rêve, ça va aller, je vais me réveiller. Voilà, je me perds un tout petit peu, mais bon, on fait avec, on essaie d'avancer avec ce poids, avec cette douleur, ce vide. Et on se dit que bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On est impuissant, on ne peut rien faire. Alors, Godlive Nana Shungu, vous avez un peu anticipé ma question, mais on va revenir légèrement là parce que c'est un détail très important. Nous sommes le 24 avril 2016 et c'est en direct que Papa Wemba se produit sur scène et devant des milliers de téléspectateurs, en tout cas des millions à travers le monde. Un malaise cardiaque, ça il faut le rappeler. L'éléphant succombe sur scène, mais bien avant, dans une interview qu'il a accordée à un média du côté de la Côte d'Ivoire, dont je préfère taire le nom, il prédisait, oui. Permettez-moi l'expression, il prédisait déjà sa mort dans son speech. Parce que, entre griffes, c'est pas les mêmes mots qu'il a utilisés, mais si je peux résumer, il disait que lui, quand il chante, il sent son âme voyager, sortir de son esprit pour planer au-dessus de la scène. Et est-ce que c'était déjà une puce à l'oreille comme ça qu'il nous balançait pour nous garder la surprise? Parce que la surprise était tellement surprenante que ça nous a laissé sans mots. C'était pas la première fois qu'il racontait tout ça. Il avait l'habitude de dire ça tout le temps. Mais même avec moi, une fois, on était à Pointe-Noire, on était à table et tout, et puis il a sorti ça, il dit ah, vous savez, moi, ne vous imaginez même pas que moi je vais mourir comme les autres, là, malade, dans un lit d'hôpital. Ah non, 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 même pas. Donc, moi, ça sera sur scène et puis les gens seront là et tout. C'est-à-dire, je dois partir et laisser les gens avec cette image-là. On m'a connu artiste, je vais partir aussi en tant qu'artiste et avec mon micro et tout. Et ce jour-là, je me rappelle, j'ai dit, mais c'est quoi ton truc de toujours raconter les gens, comment est-ce que tu vas mourir, en plus sur scène, tu te rends compte? Et j'étais en train aussi de m'énerver pour de vrai. Et j'ai dit, imagine maintenant, moi je traîne avec toi partout comme ça là au concert et puis c'est dans un concert que ça arrive. Après il dit, oh mais ça fait quoi? Ça va être fun, ça va être cool et tout parce que les gens vont pas pleurer, les gens vont continuer à chanter, à danser, etc. Tu vois? Et laisse-moi te dire, Prince, que lorsque c'est arrivé, il n'était quasiment avec pas les personnes très, comment on dit, proches à lui. Même son garde du corps n'avait pas eu le visa pour s'y rendre. Donc, comme par hasard, la personne qui est tout le temps collée à lui. Et donc, il a vraiment vu les choses avant. Effectivement, comme on dit, aujourd'hui, je me rends compte, oui, il avait vu. Mais est-ce qu'il savait réellement que ça allait être ce jour-là? Je ne pense pas. Sinon, il allait peut-être trouver le temps de nous dire au revoir. Il savait comment ça allait arriver, comme on dit, dérouler. Mais il ne savait peut-être pas quand ça devait arriver. Mais après, par rapport toujours à l'histoire, on se rappelle qu'il a rendu un grand hommage à celui qu'il a considéré comme son fils jusqu'à un certain âge, King Kester Emenea, à qui il avait rendu un vibrant hommage. Et dans cette chanson, il a évoqué certaines paroles qui jusqu'aujourd'hui résonnent encore dans l'esprit de tous ces mélomanes de la bonne musique qui est la rumba. Mais la question est celle de savoir, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations, est-ce que cela a été un empoisonnement ou bien juste un malaise sur scène? La mort de papa? Oui, la mort de papa. Non, il faut savoir déjà que au mois de janvier 2016, il était malade, il était hospitalisé et donc pas lui. Donc je précise, et comme c'est quelqu'un qui est tombé pas malade, il n'était vraiment pas malade et tout. Et déjà, il avait commencé avec des petites crises de tension déjà à un moment donné. Donc le médecin avait demandé qu'il puisse avoir beaucoup de repos. Et d'ailleurs, les gens, surtout ses fans qui avaient l'habitude de suivre son programme de plus près, savaient qu'il ne prestait plus très tard. C'est-à-dire qu'il essayait de commencer tôt et de finir tôt aussi pour se reposer, voilà. Mais malheureusement, ce qui est arrivé, c'était écrit. Moi, je peux dire ça comme ça. Je suis croyante. C'est vrai que les choses se sont peut-être précipitées. Pourquoi? Parce que il est arrivé très tôt ce jour-là à la place Anoumabo, vers 20h. Alors, il est monté sur scène vers 3h. Donc l'attente était longue et il a eu à prendre plusieurs tasses de café. Et donc je pense que tout ça là aussi, ça a un peu
booster, accélérer les choses. Et puis après, il fallait monter sur scène, sauter, chanter à la fois. Donc c'était difficile pour lui par rapport à sa position, la fatigue, etc. Et donc, mais sinon, si Dieu ne voulait pas, ça n'allait pas arriver. Donc Dieu a permis, c'était comme ça, c'est arrivé. Donc voilà, c'était juste quelqu'un qui était sorti de sa convalescence et puis qui a essayé de forcer un tout petit peu parce que ça faisait partie de son mental de rester toujours fort pour respecter surtout, on va dire, ses engagements. Hein, comme il disait toujours que lorsque tu as signé un contrat, il faut respecter cet engagement. Donc il voulait aller dans ce sens-là et il s'était oublié un tout petit peu par rapport à sa faiblesse. Et voilà. Et en tant que fondateur de Viva la Musica, on le sait tous, lorsque le leader n'est plus là, les choses ne vont plus à merveille. Mais est-ce que le groupe existe encore ou le groupe continue d'avoir toujours les mêmes activités? On sait tous en Afrique que lorsque le leader n'est plus là, les choses n'évoluent plus comme ça devait l'être. Bon, après, sur ce point-là, je ne sais pas vraiment comment me prononcer parce que je ne fais pas partie du groupe, hein, donc moi je suis dans la famille, donc ce qui veut dire que ça c'est une question pour on va dire les musiciens de Viva la Musica ou encore les membres de ce groupe qui sont mieux placés pour dire, mais en tout cas sur la scène Viva n'est plus voilà, Viva l'orchestre n'est plus d'actualité, on le sait, donc on n'a pas besoin de faire semblant là-dessus, donc on ne sait pas réellement ce qui se passe parce que comme j'ai dit, moi je reste dans le cadre familial dont je ne maîtrise pas. Je travaillais avec l'artiste Papa Wemba comme étant attaché de presse, donc si je dois dire ça, donc je travaillais pour l'artiste, avec l'artiste. Donc l'artiste est décédé, j'avais plus mon travail, donc ce qui fait que je ne sais pas ce qui se passe au niveau donc de Viva la Musica. Restant toujours dans le même cadre pour parler cette fois-ci d'un autre artiste qui a aussi fait les beaux jours de ce grand groupe mythique Viva la Musica, Reddy Amissi, qui lors d'une intervention sur un plateau télé a, entre griffes, dit que la famille lui demandait une certaine somme pour rendre un hommage à Papa Wemba. Est-ce que cette information est avérée ou c'est encore une autre des spéculations qui ne cessent de créer ou susciter beaucoup d'émotions sur la toile? C'est la vérité, parce que c'est sur les réseaux sociaux, donc on ne peut pas l'échapper, c'est la vérité. Mais je profite ici pour dire que c'est vrai, il y a des gens qui attaquent la famille par rapport à l'intervention de Reddy Amissi qui a expliqué que la famille demande de l'argent pour qu'il puisse rendre hommage à Papa Wemba, chanter et tout. Mais je tiens à vous dire qu'il a parlé de la famille, mais en fait, c'est juste une façon pour rester poli. Mais il ne s'agit pas de la famille, parce que la famille de Papa Wemba, d'abord, il y a ses frères et sœurs. Et donc, on a Tanti Jackie, Tonton Bouboule, Tonton Kiliba, Tanti Marie-France. Et puis, on va aller même plus loin. Il y a les cousins, il y a les cousines. Et puis, il y a les enfants. Donc, normalement, s'il y a peut-être une ou deux personnes comme ça se sont levées pour aller demander à Reddy, ça ne fait pas l'ensemble de la famille, vous voyez. Parce qu'on sait que Reddy Amissi a aussi beaucoup contribué dans cet orchestre Viva la Musica. Quand je dis contribuer, c'est-à-dire qu'il était là, il chantait, il a apporté ses chansons aussi. Et donc, ça a fait du succès. Et quelque part, rendre hommage à Papa Wemba, c'est pas mauvais. Et donc, je pense que c'est peut-être l'approche que les gens peut-être n'ont pas compris. Peut-être que les personnes qui ont contacté Reddy Amissi avaient besoin d'une reconnaissance par rapport à l'image de Papa Wemba, parce qu'aujourd'hui c'est une image de marque, oui. Et donc peut-être c'était dans ce sens-là, mais je pense que c'est l'approche, c'est-à-dire demander que l'on paye une somme bien précise pour rendre hommage. Là ça va compliquer les choses parce que nous on n'a pas envie que le nom de Papa Wemba disparaisse. Alors si on commence à attaquer toutes les personnes qui souhaitent rendre hommage à Papa Wemba, ces gens vont dire bon ok, on laisse tomber. Et si ces gens-là laissent tomber, Papa Wemba va disparaître aussi. Et donc c'est comme aujourd'hui, on continue de parler de Michael Jackson, on continue de parler de tous ces gens-là. Elvis Presley, oui. Il y en a beaucoup. On va même dire Lumumba, un exemple très simple. Aujourd'hui, on a vu ce monsieur lors de la CAN, qui était là, l'image de Lumumba, etc. Est-ce que ce monsieur est allé demander la permission à la famille Lumumba
pour être présent au stade, pour soulever. Non, il n'a pas demandé. Mais pour certains pays, Lumumba était étranger dans leur connaissance. Mais depuis ce monsieur, avec cette action, on sait qui était Lumumba. On parle de Lumumba. Ça intéresse les gens parce qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire. 90 minutes, il était debout. Donc c'est pour dire que lorsqu'on rend hommage, c'est aussi une façon de pérenniser, de faire en sorte que cette personne reste vivante. Mais il faut savoir quelle approche faire par rapport à Reddy. Est-ce que Reddy, il a prévu des concerts spécialement chanter la musique de Papa Wemba, ou il a utilisé les images de Papa Wemba? Est-ce qu'il a utilisé, je ne sais pas quoi. C'est plutôt de savoir ce qu'il il a prévu de faire et tout. En ce moment-là, l'approche est peut-être de dire que bon, voilà, droit à l'image, etc. Pense juste à la famille, je ne sais pas, avec des invitations. Parce que vous savez, il y a aussi la frustration quelque part aussi de la famille, entre autres. Vous savez qu'il y a plusieurs situations, il y a des événements qu'on arrive aussi à créer sur Papa Wemba sur place, mais que les familles, en fait la famille plutôt, les parents et autres ne sont pas concernés, ne sont même pas invités aussi, tu vois. Et donc il y a d'autres qui se disent ah mais pourquoi on ne nous invite pas, ou bien pourquoi on n'a pas affaire à nous. Pas seulement parce qu'il faut que vous payiez et tout, peut-être parce que certaines personnes veulent bien participer et voir comment ça se passe. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais après, lorsque l'on se dit que bon, il était héros national, patrimoine, donc c'est à ce moment-là on va se dire que non, voilà, il faut laisser, donc il ne nous appartient plus. Il appartient à, pas seulement à un pays, à un continent, il appartient au monde entier. Alors, Papa Wemba, je me rappelle encore, il disait souvent Chancelok Opamba, Kaokoku Korobo, article 15, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Pensez-vous que cette philosophie demeure encore d'actualité jusqu'à ce jour, 10 ans après son départ? Non, parce que comme on dit toujours, hein, lorsque le maître n'est plus là, bah, les choses voilà, ne vont plus dans le bon sens. Parce que lui, il avait une manière de communiquer avec les gens. Il était l'ami de tout le monde, avec les chégués, ça pouvait être avec les gens haut placés. En tout cas, il se mélangeait à tout le monde. Et lorsqu'il disait ça, c'était une façon de motiver aussi cette jeunesse, de dire qu'il ne faut pas baisser les bras, etc. Et il enseignait, c'est comme dans la chanson Kaokoko Korobo. Kaokoko Korobo, il vous dit que c'est bien l'Europe, mais il ne faut pas oublier que là-bas, on arrête ceux qui sont pas dans l'illicite, qui voilà, sont pas légales, ceux qui sont sur pas le légales, on va vous arrêter, voilà. Tu vas te retrouver en prison, après au Kolobanine, tu vois, c'est tout dans la chanson. Donc mbila kokita kokangayo, mbila kosala boy, donc keba poto eza bien, mais lubwaku eko ezape wana eko sayote. Donc il essayait de conscientiser, et il y a beaucoup de chansons comme ça où il était là pour enseigner, pour rappeler aux gens que voilà, c'est bien, mais vous avez la chance encore d'être en vie. Il faut qu'au Luka, la chance peut arriver, tout peut changer. Donc c'était une façon de motiver les désespérés, de motiver ceux qui étaient abandonnés, de motiver ceux qui pensaient que le soleil ne brillait que pour les autres et pas pour eux. Merci Godem Nanachon. Oui, fidèles téléspectateurs, l'artiste ne meurt jamais, car il continue de résider dans ses œuvres. On va prendre une pause avec une chanson de Papa Wemba. Question de lui rendre un vibrant hommage. À tout à l'heure.
bota na leli na nyakodor lotenga yango na yembeli ya nzembo oyo mama nyondo. Elengi ya libele ya mama bota ngai eleki baresete nyonso ya baportable nga na lia ata mafuta tomati ezalaki te kasi yango elekaki mosuni nelembi banda yokenda apeti esilanga nakoma kolia kaka mpo nasepelisa monoko ye. mateya ya mamezanga bileke mpe minerval kasi eleki baleso bametre baprofesseur bapesanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi batia yo ministre éducation mbele bapape baprizo nyonso bakanga mbele kutu mutu mabe azali te. Lelo nakanisi yo mingi mama au jour anniversaire nangae. De retour sur ce plateau, le lot tokanisi papa mingi. Tolongo la maman, tokanisi na papa. Alors Godiv Nashungu, on va parler de la musique de ton père. Ton père a eu à chanter plusieurs chansons. Mais quelle est la chanson qui t'a énormément marqué? Et pourquoi est-ce que ça t'a marqué? Il y a plusieurs chansons. Je vais peut-être essayer d'aller très vite. Moi, c'était plus lorsqu'il jouait le maître d'école. Le titre qu'il portait là, il s'appelait maître d'école, oui. Comme ça. Et pourquoi maître d'école? C'est vrai qu'on a l'habitude d'écouter nos artistes chanter l'amour, 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 l'amour. Et souvent d'autres disaient que oui, bah, c'était sur la sape. Non, c'est faux. Bon, là je parle de mon produit parce que je travaille avec lui. Donc là je parle de mon artiste. Alors vous avez des titres comme Esclave. D'accord. Esclave, c'est sorti en 1985, 86, non 86, 1986, exactement 40 ans. Dans cette chanson, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour connaître l'histoire. Fente triangulaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il parle de toutes les personnes, ces grands qui ont marqué l'histoire, la lutte contre tout ce qu'on sait, racisme et tout. On parle de Mandela, on parle de Desmond Tutu, il parle Francis Cabrel. Il parle de ce déplacement-là qu'il fallait passer par Nouvelle-Calédonie, revenir par là. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il suffit d'écouter, même s'il y avait exercice, on veut connaître l'histoire de l'homme noir, bah, il suffit d'écouter la chanson Esclave. Voilà. Et tu comprends tout simplement, parce qu'il l'a expliqué. Je vais encore prendre ce titre-là de Papa Wemba en collaboration avec Stervo Siniarkos, Dernier coup de sifflet. D'accord. Dernier coup de sifflet, cette chanson est restée emblématique jusqu'aujourd'hui avec nos sapeurs, etc. etc. C'est même la chanson idéale, c'est la chanson, on va dire, phare pour faire les jattances, etc. Alors, dernier coup de sifflet qui sort justement en 84, voilà. Non, 87, donc ça va dire 39 ans, en 87. Et dans Dernier coup de sifflet, il essaye d'encourager les jeunes, mais il leur dit tout simplement que vous avez besoin de vous exprimer à travers donc les habits. C'est-à-dire à la place, évitez de faire la guerre, quoi que ce soit, mais exprimez-vous à travers les habits, parce que sinon, avec ça aussi, il y avait ce message d'espoir, parce que pour que l'on sache que tout va bien chez toi, il faut que tu te présentes bien. Et donc c'est déjà l'idéologie qu'il avait déjà posée et c'est resté jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, quand on est quelque part et qu'on écoute Dernier coup de sifflet, quelqu'un qui sait qu'il est bien habillé va se lever pour parler. Exhiber un peu ses formes et tout ça. C'est toute une histoire, tu vois. Il parle de ce jeune Africain qui rêvait
aller en Europe, pour lui l'Europe c'était le rêve, etc. et tout. Donc il y a ça pousse la jeunesse à l'époque, hein, la chanson, c'est-à-dire de bosser dur et tout, comme ça tu vas aller découvrir l'Europe et tout, mais par rapport à ça, il faut être bien, il faut être propre, etc. D'où Dernier coup de Sylphina Zelaka. Donc voilà, il y en a tellement, il y a tellement, il y a Mais tellement. moi, je m'attendais à ce que tu puisses citer Moi si, la chanson Moi si. Ou bien phrase. Non, la chanson Moi si, je sais le pourquoi. Ah, d'accord. Quelle est ok. l'histoire entre toi et cette chanson Moi si? Ah, ça aussi c'est une... vraiment c'est... Voilà, je voulais garder ça parce que... Aujourd'hui, elle va parler sans tabou et c'est pour le plaisir de tous les téléspectateurs en tout cas. Voilà, revenons un tout petit peu sur cette chanson-là encore. Quelle est la petite histoire Alors, derrière? il faut rappeler que la chanson Moi si est dans le tout dernier album de papa. Oui. Et il avait l'habitude, bon c'est qui est normal, hein, le papa, son enfant, c'est celle qui est spéciale, hein, comme tous les parents d'ailleurs, même ceux qui sont, on va dire, pas intelligents ou quoi que ce soit, faibles ou quoi, mais devant les parents, les enfants sont toujours les plus beaux, etc. Et lui, il avait l'habitude de me répéter, chaque fois qu'on était ensemble, à quel point il était fier de moi. Et je disais toujours, mais fier par rapport à quoi? Arrête de dire tout le temps ça. Il dit non, mais c'est-à-dire que voilà, je suis heureux d'avoir ma fille qui travaille avec moi et quand je regarde qui est là et tout, bon bref, comme tous les papas, il vantait sa fille et tout. Et qu'est-ce qui se passait souvent? Quand on est entouré des gens, il avait l'habitude, quand on parle sur les filles qui font n'importe quoi, il prenait toujours exemple sur moi. Il disait, ah mais non, il faut que... Vos enfants, il faut les recadrer, hein. Regardez Magodé là, regardez Magodé. Magodé, c'est celle-là que je peux envoyer quelque part, je reste tranquille en fait. Et moi je disais à chaque fois, oh donc moi je dois te défendre, pourquoi? J'ai aussi envie de faire mes folies, j'ai envie de faire aussi mes folies, mais à cause de toi je suis bloqué, je peux pas faire certaines choses et tout. Après il dit, ah non, il faut jamais dire ça. Une femme, partout où elle va dans sa vie, elle représente ses parents. Même dans le mariage. C'est-à-dire le mariage là, quand on épouse une femme, c'est plutôt l'éducation de tes parents que toi tu vas venir exposer. Okay. Donc si tu es mal élevé, la belle famille va remarquer que cette femme est mal élevée. Et si aussi tu fais des erreurs partout, la belle famille, tout ce qu'on sait dire c'est que ah, c'est pas sa faute. Babo tinae, babo koli. Et donc, à force de dire ça, il m'a dit, je vais te faire une surprise. Tu vas rien comprendre parce que moi, mon souhait, c'est que si toutes les femmes pouvaient faire plaisir à leurs parents comme toi, tu me fais plaisir. Okay. Et après, j'étais surprise. Il m'appelle, il me dit, viens. Il avait des écouteurs. Et puis, il a pris les écouteurs casque. Ouais, casque. Il m'a fait porter. Il m'a dit, écoute, j'ai mis comme ça, j'étais en train d'écouter. Moi, si Azali rétroviseur, il y a du beau tanaye, Kofingi Sababo Tinaye, et tout ça là. Godé Chungu, la fille de son père, écoute. Voilà. J'ai crié, j'ai dit, papa, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, oui, cette chanson te représente, cette chanson, c'est tout ce que je pense de toi et c'est tout ce que je pense pour la jeune femme. C'est ce que toutes les femmes doivent savoir, ce qu'elles doivent représenter pour leurs parents. C'est-à-dire que toute votre vie, sachez que vous traînez avec vos parents. Soyez des modèles pour nous rendre fiers. Soyez des mamans formidables pour nous rendre fiers. Et moi, je suis très fière de la fille que j'ai. Et c'était magnifique. Et voilà. Et puis voilà, je me suis retrouvée dans cette chanson, dans le tout dernier album de mon papa. La et fille donc, de son père. C'était ça. God live Nana Chungu. Papa me disait toujours, bah, petit baningaka kaka a cappella. A cappella. Ça, c'était vraiment son truc. Bah, petit baningaka a cappella. Est-ce que Ogogo ça la bus exercice? Attends, rapport à ma fan là, parce que bah, il y a un meilleur venant de mon bimba. Bah, tu peux baningi bah, est-ce que oui, ma parole, on peut n'engue bah si donarango. Ça, c'est peut-être vous devez mettre la partie à la régie. Moi, je ne sais pas chanter. Hein. Non, mais moi, a cappella mouké, et ça la rappelle bien. La chanson dit. Moi si azali thermomètre ya libota epa ya wuti kofingisa bango te baparent yanga na ye ah mama
Bon, moi, si Azali Loco, là, en tout cas, je sais pas. Alors là, On dit qu'elle connaît, c'est vraiment Godé et Chungu. Voilà. La fille de son père. C'est pas ça, je connais. Non, parce que dans la chanson, on parle de la femme. La femme doit être exemplaire, la femme doit être modèle. Qu'elle sache que, surtout c'est la partie que j'aime, moi, c'est la rétroviseur. C'est-à-dire que partout où tu vas, lorsqu'on est dans la voiture, rétroviseur et permettre tout le monde en asima. Donc, c'est là que j'ai compris, lorsque papa a dit que partout au Kozala, il y a que rétroviseur nayo et zanga. C'est-à-dire, ce que le mot salamabe moko, Tala oromona, que et na encore que ça va sonité, donc du coup, c'est là que j'ai compris qu'en fait, donc éducation, babo, tu appelles ça rabi ceci la kate kokenda. Et ça, c'est Papa Wemba. Votre père avait de l'estime pour vous, de la confiance en vous. Alors, quelle est la qualité que votre papa vous a laissée que le monde entier ne connaît pas? Merci pour la question. Bon, déjà, il faut rappeler qu'il était Gémeaux, signe Gémeaux, comme moi. Ah bon? Voilà, signe Gémeaux comme moi. C'est qui veut dire que nous étions, on va dire, deux esprits, signes de l'air. En tout cas, sincèrement, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui devant vos petits écrans, Papa Wemba, celui que j'ai connu, le papa n'a rien à voir avec l'artiste que vous avez connu. Alors quand je dis rien à voir, et je peux même vous dire que si vous l'avez connu dans sa position de papa, vous aurez tous voulu avoir un papa comme ça. Parce que c'est-à-dire, il nous remplissait d'amour, il était présent, c'est-à-dire je parle précisément de moi, parce que chaque enfant a son histoire et son expérience avec les parents dans la maison et comme ça. Et il était présent, il respectait ses engagements. Par exemple, il était tout le temps ici à Brazza. Lorsqu'il y a un événement, il doit être là parce qu'il sait que j'aurai besoin de lui, de sa présence. Il y avait les anniversaires. L'anniversaire de ma fille, d'ailleurs, qu'il est venu assister, le tout premier anniversaire de ma fille aussi, que lui, il a assisté après, quelques mois après, il était mort. Donc, il a fait le déplacement. Je ne compte pas les autres occasions. Il venait en privé pour être avec ses petits-enfants. Il était tout le temps là, présent pour nous à la maison. Et ça, c'était pas l'artiste, c'était le papa. On partageait des petits plats, on riait, tout ça là, on faisait des blagues. Les enfants tiraient sa chemise et tout, ils salissaient sa chemise et tout, mais ça ne dérangeait pas parce que c'était le grand-père à l'instant. Et donc, il insistait sur l'humilité. Il n'arrêtait pas de me dire, tu sais, dans la vie, il n'y a que l'humilité qui ouvre les portes. Il disait que l'humilité, c'est ça qui fera que tu pourras siéger avec les grands. L'humilité fera que même si tu es en face des personnes que les autres pensent petits, mais à tes yeux, il faut les considérer. Et ça, c'est quelque chose que je respecte, que je vais garder avec moi toute ma vie, c'est-à-dire l'humilité, cette simplicité. Parce qu'il ne m'enseignait pas qu'avec la parole, mais lui aussi, il faisait vivre ça avec ses actions. C'est-à-dire, il s'arrêtait pour discuter avec tout le monde. De la même manière qu'il va discuter avec le pauvre du quartier, c'est de la même manière qu'il va discuter avec le chef de l'État. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence. Il accordait de l'importance à tout le monde. Et il insistait beaucoup sur ça. Et après des années, 10 ans après, aujourd'hui, je comprends pourquoi il insistait sur l'humilité. Parce que s'il n'y avait pas d'humilité, moi je ne serais pas là entouré des personnes qui m'aiment et que j'aime aussi en retour comme je suis. Sinon, si j'étais gonflé, j'allais me cacher à chaque fois, j'allais dire que voilà, mais c'est l'humilité qui fait que je suis là et tout le monde, on m'a adopté et voilà. Donc c'est l'humilité et surtout l'amour du prochain. Il insistait sur l'amour, l'humilité. Il disait qu'il faut aimer les autres, il faut accepter les autres, il faut embrasser les autres, et surtout écouter les autres. Et c'est ce point-là qui m'a vraiment beaucoup enseigné. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui m'a orienté vers mon métier, parce que je ne suis pas tombée là par hasard, hein, pour la petite histoire. C'était lors de ses 45 ans, il a demandé à ce que chaque enfant lui fasse un cadeau. Moi j'ai dit, mais ce monsieur il se fout de moi ou quoi? Quel cadeau on va donner? Moi là je viens, et puis je précise, je n'avais pas encore eu le bac. J'ai dit, quel cadeau je vais donner à ce monsieur-là? Moi, je suis là, et à rien, il a insisté. Mais, j'ai pas compris, j'étais dans la cuisine, j'ai dit, mais il me dit un cadeau. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Directement, je suis allée chercher un bout de papier avec un stylo. J'ai commencé à faire
un petit mot, discours vite fait, je commençais à écrire, et puis après j'étais là. Et il passe, il me dit, mon cadeau ce soir, hein, mon cadeau ce soir. Et ce soir-là, je me rappelle, il y avait les chaînes européennes, il y avait à l'époque TV5, il y avait toutes ces chaînes-là à la maison pour ses 45 ans. Et du coup, il prend le micro, il dit, écoute, j'attends les cadeaux, mais non, mais les enfants sont où les cadeaux? Et il n'y avait personne qui bougeait, et c'est moi directement, je viens, je prends le micro, et les gens regardaient, il y avait du monde comme pas possible. Je n'avais pas peur, j'ai pris le micro, j'ai commencé à faire la lecture de mon discours. Dans mon discours, je parlais de que Dieu te bénisse, 45 ans, sois là pour voir tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Ça veut dire c'était magnifique et les gens, ils étaient là en train de crier et papa a commencé à pleurer, il m'a pris dans ses bras. Et c'est là que tout est parti, cette histoire avec la télévision. Le lendemain, il reçoit des gens à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Je deviens, voilà quoi, sa radio. Porte-parole. Il m'appelle, il dit, s'il te plaît Godet, tu peux reprendre ton discours d'hier? Ah, mais comment je vais reprendre mon discours d'hier? Je n'ai même pas le papier avec moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à improviser. Il m'a fait le coup 3 fois. Et qu'est-ce que les gens disaient? Ah, open âge journaliste, hein, papa. Au point open âge journaliste. Tu vois comment c'est parti? Parce que je commençais à improviser en fait. C'était plus le même discours, mais j'étais obligée parce que c'était devant les gens. On a quitté la maison, on va au resto. Vous savez que ma fille hier, elle a fait un discours pour moi là. Vous n'étiez pas là, on n'était pas là. Attendez, Magodé, tu peux reprendre un peu ton discours? Et donc, j'ai dû faire ça 3 fois. Et les gens disaient, ah papa, oh journaliste. Oh, peut-être qu'un journaliste. Et puis c'est parti comme ça. Voilà, je suis partie. J'ai commencé avec le journalisme. Et dès que j'ai passé 2 années comme ça, il vient, il me dit votre travail là aussi, après, il faut chercher là où tu vas aller travailler. Bon, tu vas d'abord travailler avec moi, tu commences avec moi. Et c'est parti comme ça. Donc c'était mon premier patron. J'ai eu mon premier salaire avec Papa Wemba qui m'a payé pour le travail. C'était pas facile, il fallait se retrouver avec les caisses claires, au podium et tout. C'était pas facile, mais c'était le travail. Et c'est là aussi j'ai appris la patience et supporter dans le travail. C'est avec papa, parce que vous allez, c'est pas encore l'heure du concert, mais vous devez aller très tôt, vous devez attendre les fanatiques, vous êtes là, fatigué ou pas, mais vous attendez. Et donc j'ai appris tout ça là avec lui, et donc, mais je savais pas, mais c'est après que j'ai compris, plusieurs années après, qu'il était en train de me former. Oui, comment les choses se passaient au niveau des contrats en tant que responsable de la presse ou de la communication de ton père? Bon, ça se passait bien, mais je dois quand même dire la vérité, c'est vrai, mais j'avais toujours un bonus. J'avais toujours un bonus, c'est-à-dire que, bon, après il faut dire une chose, lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, il y avait celle qui était déjà attitrée, qu'on appelle Marie-Laure. Marie-Laure, elle était responsable de tout, et papa demandait à ce que je travaille sous la direction de Marie-Laure. Parce que Marie-Laure, à l'époque, elle travaillait déjà avec RTL, elle travaillait avec tout ça là, donc elle a déjà eu à accomplir des grandes choses. Et donc, papa voulait que je passe par Marie-Laure. Mais comme j'ai dit, après plusieurs années, j'ai compris, il avait besoin que je sois formée, et donc par les bonnes personnes. Alors, après, j'ai eu ce contrat où j'avais mes pourcentages. Mais là où j'ai commencé à bien gagner dans ce travail, c'est lorsqu'on m'a donné la responsabilité de m'occuper de tous les contrats au niveau de la République du Congo. C'est-à-dire qu'aucun contrat, apparition de Papa Wemba dans un événement ici à Brazzaville ne peut pas passer, en fait, peut pas avoir lieu sans passer par moi. Et donc c'est là que je commençais à bien bouffer. C'est-à-dire si c'est dans les boutiques je créais, moi aussi j'avais les droits à avoir des trucs là-bas. Je peux avoir aussi des vêtements, je peux avoir ceci, cela en dehors de mes pourcentages. Donc c'est un peu ça. Mais ça se passait bien. Il me payait normalement par rapport au pourcentage. À côté, j'avais encore mon bonus. Bon, j'abusais aussi parce que quand il me payait, après, maintenant, je reviens avec la casquette de l'enfant. Je dis, mais papa, tu n'as pas donné aux enfants. Et là, il donnait encore. Donc, ça se passait très bien. Alors, Godelive Nana Shungu, Papa Wemba a connu une vie de star, mais vous avez connu l'homme et non la star que nous regardions à travers nos écrans. Au niveau de l'éducation, était-il un père absent ou présent à la maison? C'est là le problème. Il n'était pas très présent.
Parce que ça, il faut dire la vérité, hein, parce que ces mouvements, on voyait ça partout, hein, il était tout le temps parti. Et c'est d'ailleurs ça le problème avec les artistes musiciens. Ils sont toujours partis. Sont toujours. C'est comme les militaires. Ils sont toujours partis. C'était comme ça. Mais après, on commence à s'habituer. Mais la présence, maintenant, c'était plutôt dans les responsabilités. Okay. C'est-à-dire, dans les responsabilités, ils s'arrangent à ce que tu puisses payer l'école, normalement. Ils s'arrangent à ce que tu puisses avoir tes besoins. Donc, voilà. Et avec lui aussi, parfois, c'était comme un deal aussi. Hein. Même dans la famille, il faut dire la vérité. C'était pas la famille, on va dire... comme toutes les familles, c'était pas normal. Okay. C'est-à-dire, quand je dis c'est pas normal, c'est-à-dire, soit il va te donner l'argent pour tout un mois. Okay. C'est-à-dire, il dit, avec ça, tu vas gérer ça, ta bouffe, etc., tes provisions, ou bien on va t'acheter les boîtes de lait, tout ce qu'il faut, parce qu'il va dire que moi, j'ai des voyages à faire, je vais bouger, je serai là et là et là, donc peut-être que je ne pourrai pas être présent. Okay. Donc, c'était un peu ça. Et puis, à l'école, il ne venait pas tout le temps, mais au départ, on se disait que c'était parce qu'il n'était pas tout le temps présent. Mais les quelques fois qu'il était venu à mon école, jusqu'aujourd'hui, lorsque je croise mes camarades de classe, ben, c'est là où je me suis rendu compte, mais tiens, mais mon papa, mais c'est quelqu'un, hein? Mais c'est-à-dire que l'école, c'était compliqué, les gens couraient, ça... C'est là que j'ai dit moi-même, après j'ai pris la décision, j'ai dit non, il ne faut pas venir à mon école. Parce que là, c'est bon, ça suffit, j'ai pas envie que tu viennes à mon école parce que tu viens tout déranger. Surtout une fois, il était venu à mon école à l'époque et il était en plein tournage. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? En plein tournage, il décide de faire... C'est là où, si je dis, il était magnifique. Il dit aux caméramans et tout, à l'équipe, c'était des blancs, il tournait un documentaire, il dit, c'est l'heure d'aller chercher ma fille à l'école, donc s'il vous plaît, je dois m'arrêter là-bas. Et les blancs, ils en ont profité pour dire, c'est pas grave, on vous accompagne. Et donc, les gens ont débarqué à mon école comme ça, avec les caméras dans tous les sens. J'étais là, mais j'ai dit, mais il me fait quoi là et tout. Mais à un moment donné, j'avais encore la tête qui gonflait, genre, j'ai dit, bon ouais, et tout. C'était à l'époque, hein, donc je faisais genre un peu. Et aujourd'hui, quand je croise mes copines là de l'école, l'autre fois, qui disent, ah, mais c'était le scandale ce jour-là à l'école. Donc, bref, c'était un peu ça. Il n'était toujours pas là, comme tous les musiciens d'ailleurs, pas que lui. Tous les artistes musiciens, ils n'ont pas le temps. Mais au moins, il a eu cette possibilité de passer quelques fois à mon école. Votre maison familiale a été transformée en musée. Oui. Quelle est votre impression par rapport à ça? Oui, j'aime bien l'idée, mais je pense que on peut encore vraiment approfondir pour bien faire les choses. D'accord. Parce que c'est limite, c'est vrai, les gens vont arriver, vont regarder et puis les gens vont partir. Mais vraiment qu'on fasse comme on fait ici avec Pierre Sarognon de Brazza, hein, donc il y ait vraiment des vrais guides, de bien structurer les choses et je pense que ça pourra exister des générations en génération parce que les gens ont envie de connaître, de partager l'histoire de Papa Wemba. J'adore, c'est magnifique. C'est vrai qu'on n'a rien bougé, on a tout laissé là-bas, mais pour d'autres personnes, ça parle pas vraiment comme il faut. C'est-à-dire ça dégage pas l'histoire parce que j'ai eu à visiter l'île de Gorée au Sénégal. Quand vous arrivez, ces murs-là sont remplis d'histoire. Okay. C'est-à-dire même lorsqu'on vous parle, vous avez l'impression de vous retrouver parmi ces esclaves-là. Et donc voilà, c'est ce que j'ai envie aussi que les murs de cette maison puissent se transmettre aux gens. C'est-à-dire quand vous y entrez, que vous sentez que vous êtes on va dire, dans l'intimité de Papa Wemba et que vous sentez ça, que vous ayez des frissons. Voilà pourquoi j'ai dit qu'avec le temps, il y aura encore des recherches et on va bien faire des choses. Et puis c'est sûr que Papa Wemba restera toujours vivant. God live Nana Chungu.